Alors, je suis tombé hier soir sur cette interview de Daddy Naughty, renommé depuis quelques années Naughty, hein, tout court, artiste emblématique de la scène reggae raga francophone, que j'ai moi-même énormément écouté, qui faisait partie de mes influences de base, mais après, bon, j'ai revu un petit peu mon, si je puis dire, mon goût hein, pour une partie de son œuvre, puisqu'il y a quand même des choses qu'il a faites qui sont pas très reluisantes, notamment bah, effectivement hein, les chansons comme Elle te rend dingue, des choses comme ça, notamment aussi certains morceaux de l'époque de son album Retour aux sources, avec certaines connexions qui étaient un petit peu turpides, mais abstraction faite de ça, il a quand même produit certaines œuvres assez intéressantes. Moi j'avais énormément apprécié donc notamment sa chanson avec mon artiste favori, hein, qui est Beres Hammond, et aussi son featuring avec Luciano, je crois que c'était sur Un signe du temps, l'album Un signe du temps, bah, qui est celui par lequel il s'est révélé auprès du grand public, bon, qui à mon sens n'est pas son meilleur. Donc il a donné cette interview pour la chaîne Légende urbaine. Et à la fin de cette interview, l'intervieweuse lui propose de faire passer un message universel, tel que c'est dit, et il tient des propos assez intéressants concernant l'orgueil. Voilà, il dénonce en fait l'orgueil comme étant en gros le problème racine, la cause de tous les problèmes en gros dans le monde, ou en tout cas de la plupart. Bon, c'est assez intéressant, c'est assez séduisant de prime abord, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense pas que l'orgueil est le défaut racine. Pour moi, c'est plutôt la lâcheté. Donc je voulais apporter d'ailleurs ça en plus, du coup, aller plus loin que Naughty. C'est très bien d'inciter les gens à effectivement se pencher sur ce problème de l'orgueil. Hein. Surtout actuellement, il y a plus que jamais un culte de l'orgueil. On peut même dire que l'orgueil est devenu normatif. Il y a même un conditionnement, si je puis dire, de l'acceptation sociale par l'orgueil. Hein. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas orgueilleux ou pas suffisamment orgueilleux sont très injustement mis au banc de la société, sont vus comme des gens qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas de personnalité, pas de caractère, ou des gens insipides, qui seraient ternes, qui n'auraient pas d'éclat, qui seraient pas fun, pas intéressants et qui n'auraient pas de personnalité, alors qu'on peut concevoir la personnalité, le charisme, le caractère, la force morale aussi, pour les hommes aussi, une certaine virilité, sans orgueil, sans faire montre d'orgueil, on peut faire montre de tout ça. Il y a des gens qui ne conçoivent ça que par l'orgueil. Il y a une sorte de fanatisme de l'orgueil dans cette société qui est très problématique. Beaucoup de guerre d'ego. On peut même dire même que ce qui est appelé couramment aujourd'hui la perversion narcissique, c'est plus que banalisé, normativisé très problématiquement. Et il y a même des gens qui de base ne sont pas forcément des personnes très orgueilleuses, mais qui s'efforcent de l'être pour entrer dans le moule et passer pour des gens charismatiques, être acceptés socialement. Et aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas orgueilleuses passent pour des faibles. Ils se font souvent écraser. Donc ils ont même aussi redéfini en quelque sorte l'orgueil comme étant la condition sine qua non à l'estimabilité aux yeux de la plupart des gens. Et c'est un vrai problème. Donc après, pourquoi beaucoup de gens sont comme ça à ce degré d'orgueil? C'est par lâcheté. Donc c'est par fuite de la remise en question qu'ils n'ont pas le courage de faire. C'est bien plus facile de vivre dans le déni permanent de ses torts, sur ce mode de l'autoproclamation, dans le sens de s'autoproclamer irréprochable, de vivre comme si on était toujours irréprochable, comme si on ne commettait jamais rien de moralement répréhensible, ou comme si les torts étaient toujours chez l'altérité, que de vivre avec l'honnêteté, de se voir avec ses défauts, sa part de défauts comme sa part de qualité, dans la disposition à se corriger, à se remettre en question quand on doit le faire. C'est bien plus facile de se voiler la face, de vivre en se voilant la face, en s'auto-persuadant qu'on excellerait tout le temps, qu'on performerait tout le temps, qu'on serait géniaux tout le temps. C'est la facilité de l'orgueil sur lequel beaucoup se reposent. Et donc, effectivement, quand on les appelle à de l'humilité, j'allais dire de la modestie, mais là j'aurais commis une erreur, il ne faut pas confondre humilité et modestie. Quand on les appelle à l'humilité et qu'on les ramène à leur tort, à leur part d'imperfection, à leur part de reprochabilité, la plupart des gens, c'est toujours la même chose, hein. Recours au déni, tout de
de suite après à l'inversion accusatoire et à la projection de ce qu'on a pointé du doigt chez eux comme étant moralement répréhensible, reprochable, comme défaut et comme devant être corrigé. Et c'est pas malveillant de notre part, c'est pour les aider à se corriger, comme on accepte qu'ils le fassent aussi avec nous dans l'autre sens. Et d'ailleurs, on est légitime à le faire que si on accepte que ce soit fait aussi, je dirais pas contre nous, mais sur nous. C'est pas contre, puisque c'est pas mauvais pour nous, c'est aussi une aide dans ce sens-là à la correction. Quand on s'affaire à ça, on se fait affubler systématiquement donc des torts qu'on a reprochés alors à ces personnes orgueilleuses qui, dans le cadre de de leur fuite, par fuite de leur remise en question, qui est pourtant leur devoir. Quand on faute, c'est un devoir de se remettre en question. Donc recours lâchement à projeter sur nous, à nous imputer leurs torts, à nous imputer les défauts auxquels ces torts sont liés, et ça peut aller parfois très très loin et les rendre très destructeurs en termes d'acharnement même, parce que certains après en viennent à se mettre à s'acharner contre une personne qu'ils veulent voir être détruite parce qu'ils en veulent à cette personne de les avoir critiqués, d'avoir mis le doigt sur un de leurs torts. Donc ça peut donner lieu à un acharnement de prédateur contre cette personne qui peut même être à vie. On a vu des gens se faire persécuter à vie pour ça, pour avoir eu le prétendu tort de commettre le crime de lèse-majesté, de ne pas aller dans le sens de certaines personnes orgueilleuses et qui se retrouvent persécutées par des tarés qui parfois même vont ameuter des gens pour essayer de les détruire. Et en fait, beaucoup de prédation, d'acharnement en diffamation, même de harcèlement en meute, en fait, souvent, ça part de cet orgueil de gens en fait indisposés à reconnaître leurs torts, qui sont prêts à déclencher des hostilités, à faire des choses monstrueuses pour broyer les personnes qui refusent de jouer le jeu de leur inversion, qui refusent de les mettre sur un piédestal, de les prendre pour leur contraire, de jouer le jeu de leur voilage de face consistant à faire comme s'ils étaient géniaux dans l'immoralité, comme s'ils excellaient lorsqu'ils fautaient. Donc en fait, il y a un fascisme chez ces inversionnistes. Je le rappelle, toute personne lâche qui est orgueilleuse se prend pour le contraire de ce qu'elle est, usurpe son contraire morale, prétend qu'elle a les qualités contraires aux défauts qu'elle dénote, et donc se prend pour son contraire et veut imposer aux autres cette perception d'elle-même en exigeant tyranniquement que les autres donc la prennent pour son contraire aussi. Donc ça implique d'essayer de forcer les autres ou de manipuler les autres pour les amener à finalement s'aligner à l'image que eux s'accommodent à avoir d'eux-mêmes. Donc ils s'identifient en fait à une fausse personnalité qui se sont créées, se tiennent à une image d'eux-mêmes qui est fausse, qui est inversive, et veulent que les autres en fassent d'eux-mêmes. Donc les personnes qui refusent d'être complices avec eux là-dedans, de les prendre pour ce qu'ils ne sont pas, sont vues par ces gens orgueilleux comme des menaces à détruire. Et donc ils vont enclencher toutes sortes de choses, même dire des plans, recourir à des stratagèmes même des fois, pour essayer donc de détruire notamment socialement ces personnes, de les faire damner, de les pousser au suicide si elles n'arrivent à rien, si elles n'arrivent pas à leur nuire, à les détruire autrement. Donc ça peut aller très très loin. Voilà, et aujourd'hui il y a des gens qui vivent un enfer parce qu'en fait ils ont tout simplement eu l'honnêteté de voir ces gens tels qu'ils sont et de les mettre face à leurs torts. Et c'est pas malveillant, c'est pas quelque chose de mal que de reprocher à des gens leurs torts, à condition que ce soit fait vraiment dans un bon esprit. Bien sûr qu'il y a des gens qui critiquent sadiquement, gratuitement, injustement, juste pour enfoncer des personnes, les rabaisser. Mais là, moi, je parle pas de cette critique-là, je parle pas de la critique fielleuse, je parle de la critique moralement justifiée, constructive, qui s'accompagne, et ça c'est très important, d'une morale d'aide à l'amélioration. Parce qu'il ne faut pas critiquer juste pour critiquer. Il faut accompagner cela de toute une morale, en renvoyant à une certaine philosophie morale. Il faut inciter à une redisciplination morale. Ça doit s'accompagner de tout un discours et il doit y avoir une cohérence et une logique, bien évidemment, et à condition aussi qu'on soit nous-mêmes dans une disposition à nous corriger moralement. Et qu'on ne dénote pas les mêmes torts qu'on reproche aux autres. Sinon, on n'a aucune légitimité et crédibilité. Alors si on les dénote, à condition qu'on soit dans la démarche déjà assez accomplie et entamée de se déprendre de ses torts, de ses défauts et de se corriger moralement. Voilà. Et là, alors, on a légitimité à reprocher à d'autres ou à inciter les autres à en faire de même. Mais là, donc, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont dans une sorte d'unilatéralisme, qui unilatéralisent la morale, qui ne la font qu'à l'altérité, mais qui refusent qu'elle leur soit faite, qui font souvent aux autres la morale ou à meilleur qu'eux la morale qui devrait leur être faite ou qu'ils n'acceptent pas que les autres leur fassent.
ou que meilleurs qu'eux leur fassent. Et donc ça pose beaucoup de problèmes effectivement dans cette société, et donc effectivement à l'aune d'un certain orgueil. Mais si on réfléchit bien, si on creuse la réflexion, l'orgueil est conséquence de la lâcheté. La lâcheté, c'est vraiment le défaut racine, le défaut à la racine de tant d'autres, et si je puis dire le fléau, le fléau causal. Voilà, le fléau causal. Si on fait l'étiologie de l'orgueil, et même de beaucoup d'autres, si je puis dire, de beaucoup d'autres turpitudes, et même pathologies qui peuvent en découler, on retombe sur la lâcheté. Par exemple, l'addiction à l'alcool, des gens qui ont développé une addiction à l'alcool, pour beaucoup, ils ont développé cette addiction parce qu'ils ont fui une certaine réalité en se noyant dans l'alcool. Bon, ce n'est qu'un exemple. Après, il y a d'autres effectivement causes, mais ça fait partie de la cause récurrente de l'alcoolisme, par exemple. Beaucoup de gens, en fin de compte, aussi, se créent leur monde illusoire, s'enferment dans un paradigme, si je puis dire, très mensonger, en se déconnectant de la réalité. Ça peut être schizogène, par lâcheté, parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter une certaine réalité. Ils vont s'accommoder à voir les choses de la façon qui les arrange, au mépris de l'objectivité, du réalisme, de la véracité et de la justice, et vont donc se raconter les histoires qui les arrangent sur eux-mêmes, sur les autres, sur des situations, et s'enfermer dans du mensonge. Et donc taper des crises pas possibles lorsque des gens les ramènent à une certaine réalité qu'ils veulent continuer de fuir. Donc sur le plan relationnel, ça a un impact assez catastrophique. Ça peut les rendre d'une extrême mauvaise foi, très irascibles et très prédateurs à l'encontre de ceux qui font montre du réalisme dont eux n'ont pas le courage, et donc ça fait beaucoup de dégâts sur le plan social. Donc si on creuse à chaque fois, on retombe sur la lâcheté, et donc je voulais préciser ça parce que on ne peut pas se satisfaire de l'explication que livre ici Neuty, bien que ce soit intéressant effectivement de dénoncer l'orgueil, mais il ne faut pas s'arrêter là. Voilà, faut creuser la réflexion et aller plus loin, faire l'étiologie de l'orgueil, et donc dénoncer vraiment le défaut qui est à la racine de l'orgueil, qu'est la lâcheté, et ne pas se contenter de ça, inciter bien évidemment à développer du courage. Développer du courage, arrêter de se complaire dans cette facilité de se reposer sur le mensonge, sur l'inversion, cette facilité de se raconter des histoires sur les choses, sur nous-mêmes tout d'abord, et de manquer le moins possible d'occasions de se corriger moralement, même si ça implique de fournir des efforts. Voilà, il faut développer en fait un goût de l'effort moral, et bon, ça implique bien évidemment aussi de sortir de ce que j'appelais dans plein de précédents audios la moralophobie, qui elle aussi est une conséquence de la lâcheté. Je reviendrai d'ailleurs dessus parce que la moralophobie est un dénominateur tristement commun chez la majorité des gens actuellement. Qu'est-ce qui est le plus détesté par la plupart des gens actuellement? C'est la morale et le moralisme, bien évidemment. À l'aune justement de cette lâcheté, de gens qui sont indisposés à se discipliner moralement, à se remettre en question, et qui détestent le discours des gens qui sont pour la moralité, qui prônent une disciplination morale, et qui essaient de faire passer pour des fachos, pour des fous, qui seraient liberticides, qui n'accepteraient rien, qui seraient aigris, qui seraient misanthropes, qui assimilent le moralisme à la haine, alors que le moralisme, le vrai, pas celui qui est perverti, mais le vrai, il est sain. C'est sain d'être pour la moralité, pour le bien, pour la sagesse, et c'est tout simplement exiger de l'homme, en s'incluant dans ceux qui ont ce devoir, qu'il se discipline, se comporte sagement, de façon responsable, ne transgresse pas les interdits moraux, respecte des règles, je dirais même les règles de moralité, qui sont plus de bon sens qu'on veut se l'admettre. Et c'est tout à fait normal en fait. Le moralisme, c'est la posture normale, naturelle de l'homme en fait. Et si cette idée que je viens d'émettre paraît aberrante aux yeux de beaucoup, c'est parce qu'il y a eu tout un conditionnement pour donc criminaliser le moralisme, monter les gens contre, avec tout un tas de préjugés dessus, qu'ils ont ancrés dans les esprits, pour que les gens voient ça comme une maladie même mentale, comme une tare, comme quelque chose qui serait un truc de castrateur, de masochiste, de gens qui emmerderaient les autres, qui pourriraient la vie aux autres, qui seraient négativistes et anti-liberté, alors que non.
On peut concevoir une liberté, une belle liberté, et la belle liberté est là d'ailleurs dans le champ de la moralité. Respecter des interdits moraux, se fixer des limites, se brider moralement, ce n'est pas tout s'interdire. Il y a une conception de la liberté erronée en fait qui a été normativisée, qui est problématique, selon laquelle la liberté, la bonne, serait que dans le champ de l'immoralité, et que dès qu'on fixerait des limites morales, ça signifierait liberticide, ce serait castrateur, ce serait un truc de facho qui voudrait interdire tout aux autres. Non, pas du tout. Dans le moralisme, il y a une liberté de faire ce qui est bien et interdiction de faire ce qui est mal, de faire ce qui a montré sa préjudiciabilité, de commettre ce qui porte préjudice à soi comme aux autres. Il faut conjuguer l'empathie envers les autres et l'empathie envers soi-même. Bon, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos sur l'importance d'être ni altruiste ni égoïste. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, il y a cette moralophobie qui est cultivée et qui est proportionnelle chez les orgueilleux à leur lâcheté. Plus ils sont lâches, plus ils sont indisposés à faire les efforts qu'implique le fait de se comporter sagement, moralement, avec constance, parce qu'il ne s'agit pas que de le faire un petit temps et ensuite faire plein de conneries, déconner et crapuler derrière en se reposant sur des petits moments de moralité pour se donner bonne conscience. Non, il s'agit de l'être avec constance. Et pour ça, il faut de la vigilance morale, il faut être disposé à faire les efforts qu'implique cette vigilance, donc être attentif aux situations, réfléchir avant d'agir, donc ce que un rappeur mort trop tôt qui s'appelait East appelait le cinquième élément, réfléchir avant d'agir, le cinquième élément. Bon, voilà, une petite phrase assez mémorable qui m'est restée. Bon, après, il y avait à redire sur ce rappeur, mais là, il avait mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Bon, tout simple, voilà, le bon sens de réfléchir avant d'agir, mais ceci implique des efforts, tout d'abord des efforts spirituels, des efforts mentaux, que beaucoup sont indisposés à faire. Ça implique d'analyser les situations, de revenir sur ce qu'on a vécu, de réfléchir sur ce qu'on a fait, de faire des examens de conscience, d'exercer un certain esprit critique. Il y a toute une gymnastique d'esprit qui est liée à ça, de philosopher. Donc il y a toute une réflexion philosophale, si je puis dire, à faire, qui implique des efforts, et surtout l'effort d'une certaine rigueur dans la tenue d'une discipline, de moralité, de sagesse. Et beaucoup de gens sont indisposés en l'état tristement à cela. Et donc, dans cette indisposition par lâcheté, par manque de courage de fournir ces efforts, ils ont une dent contre le moralisme, contre tout ce qui ramène à cette importance cruciale, ce concept de disciplination morale, tout ce qui prône la sagesse, avec constance et sérieusement, ce qui est un devoir universel pourtant. Et ces gens, donc, à l'aune de leur orgueil qui découle de leur lâcheté, aiment s'autoproclamer gens parfaits, qui n'ont de leçons et de morale à recevoir de personne, ne supportant pas d'avoir à rendre des comptes, alors que tout le monde a à rendre des comptes. On n'agit pas de façon inconséquente, on commet des fautes, comme on a certains mérites, et on a toujours à se perfectionner, et il y a toujours des comptes à rendre en fait. Voilà, et c'est un devoir, je dirais même, permanent, existentiel, du fait que nos actions ne sont pas inconséquentes. À la fois, elles ont des conséquences sur le monde extérieur comme sur nous-mêmes, et donc en découle un devoir de moralité, un devoir d'agir de façon vertueuse. Et il y en a qui veulent se dérober à ce devoir, et qui ont trouvé comme facilité dans la vie de s'autoproclamer parfait ou supérieur, et usent de procédés pervers pour diaboliser, discréditer et même damner dans leur fou idéal toute personne qui viendrait à leur faire la morale avec une certaine ténacité. Et donc si on regarde bien, et j'y renvoie encore une fois, la lâcheté, c'est le défaut racine. Derrière cette moralophobie et cet orgueil, il y a la lâcheté. Plus une personne est lâche, plus elle est allergique à la morale, plus elle est rétive à se discipliner, plus elle recourt à du mensonge, à des vices, notamment à des inversions, à de la manipulation et à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, pour se couvrir dans son immoralité, pour essayer de s'immuniser aussi dans son immoralité, et plus elle essaye donc de se dérober à son devoir de moralisation, de correction morale, et plus elle va détester les personnes qui font la morale, et surtout si ces personnes la font légitimement et sont assez sages, ou en tout cas moins reprochables
qu'eux. Donc là, ces personnes orgueilleuses sont capables d'aller très très loin dans la violence, notamment morale, mais aussi physique, souvent. Ça peuvent aller très très loin dans la prédation, si je puis dire, de moralophobes. Et bien évidemment, quand des personnes comme moi, qui ont une certaine lucidité vis-à-vis de ces phénomènes, posent les constats qui doivent être posés et parlent de ça honnêtement et objectivement, eh ben, elles se font réinventer folles, tarées, psychiatrisées, etc. Bien évidemment. Je vais vous mettre le petit passage de fin de cette interview. Donc là, on a le sommaire, donc c'est la rubrique Message universel à 57-39. On a un rituel avant de se quitter dans Légendes urbaines, qui est de passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent. Quel serait-il ? Méfiez-vous de l'orgueil. C'est ce qui tue l'humanité. Analysez toutes les situations bizarres sur cette planète et vous verrez que tout part de l'orgueil. Donc méfiez-vous de l'orgueil. À différencier de la fierté ou de l'ego. Ça n'a rien à voir. L'orgueil, c'est de la connerie. L'ego... L'orgueil, c'est la surestime, hein. C'est le fait de se prendre pour meilleur qu'on ne l'est. Donc c'est une façon malsaine de s'estimer. Donc ça n'a rien à voir effectivement avec une fierté bien placée, bien conditionnée, une fierté morale. L'orgueil relève d'une fierté pervertie, immorale, injuste. D'ailleurs, ceux qui sont dans l'orgueil exigent que les gens meilleurs qu'eux et qui eux sont en général dans une façon bien plus saine de s'estimer, s'effacent, se rabaissent, se sous-estiment et œuvrent pour déprécier les gens bien. Il faut bien comprendre ça, hein. Les personnes orgueilleuses qui se surestiment, donc beaucoup sont des personnes perverses narcissiques, rabaissent les gens vraiment de valeur, vraiment bien, et donc leur orgueil s'accompagne en fait d'une violence morale, d'une injustice à l'encontre de ceux qui ne sont pas orgueilleux, qui travaillent à s'améliorer, qui ne sont pas des pervers narcissiques, qui ont une juste estime d'eux-mêmes, qui donc se valorisent et se montrent aux gens sainement, des gens qui se montrent aux gens comme étant ce qu'ils sont, hein, sans tricher, sans se surestimer, et qui sont sommés de se sous-estimer, de donc jouer le jeu des orgueilleux, de s'effacer, de s'inhiber, de s'interdire donc de se valoriser et d'être valorisés, sont sommés de ne même pas exiger que leur mérite soit reconnu et de renoncer même à la reconnaissance sociale pour égaler les orgueilleux. Donc ça c'est un vrai problème, c'est énormément d'actualité. Et donc oui, il y a une certaine parole de sagesse de ce Neuty là en cette fin de vidéo qui est très intéressante. D'ailleurs c'est la partie la plus intéressante de la vidéo, assurément. Et donc c'est vraiment une bonne conclusion, mais il faut aller plus loin. Voilà, je voulais juste signifier qu'il faut creuser la réflexion. Tout ne part pas de l'orgueil. L'orgueil, il est conséquence de la lâcheté. Si on creuse, on tombe donc sur la lâcheté. Et donc il faut approfondir la réflexion et ne pas se contenter de cette explication non plus. L'orgueil, c'est de la connerie. L'ego, il faut en avoir pour avancer. La fierté, ça pose pas de problème quand on est fier de ses projets, quand on a une espèce de fierté comme ça. Mais quand la fierté... Oui, à condition que ces projets soient moraux. Parce que quand ce sont des projets machiavéliques, mauvais, avec de mauvaises ambitions, etc., en être fier devient problématique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui tirent une fierté de turpitude et qui, du coup, quand ces turpitudes sont pointées du doigt comme problématiques et dénoncées, ces gens vont être heurtés dans leur estime d'eux-mêmes et vont réagir parfois agressivement. Et c'est là où l'homme a un devoir, en fait, de bien conditionner son estime de lui-même. Ça, c'est capital, parce que lorsqu'il prend habitude à tirer de la fierté et de l'estime de soi sur des turpitudes, dans un tort de les prendre pour morale, forcément, quand il est ramené à la réalité de sa reprochabilité, il a une grosse blessure narcissique, il vit ça comme un attentat en fait à son amour-propre, et peut donc réagir violemment. Voilà, il peut se retrouver même dans des états de souffrance avec un sentiment d'injustice qui est en fait alors un sentiment irrationnel et irréaliste, injuste. Il va interpréter des critiques justes vis-à-vis de sa turpitude dont il est alors à tort fier comme étant des critiques injustes. Puisque prenant alors sa turpitude pour de la moralité, il va vivre ça comme une injustice. Mais c'est alors un sentiment subjectif et erroné, injuste. Plus en fait il prend pour habitude à s'estimer dans l'immoralité, à être fier de ses défauts, etc., en se voilant la face, en se racontant des histoires sur lui-même, en se prenant pour meilleur qu'il ne l'est, et plus le travail alors de dépervertissement, de réajustement, de retour au réalisme, si je puis dire, est laborieux et difficile. Et plus il se le rend en fait suppliciant.
J'en avais déjà parlé dans de précédents audios, mais voilà, il y a encore beaucoup à développer sur ce point. Mais voilà, ces paroles sont très intéressantes et bon, elles méritaient, je trouve, qu'on revienne dessus et ça mérite qu'on approfondisse la réflexion en allant encore plus loin. L'orgueil, c'est de la connerie. L'ego, il faut en avoir pour avancer. La fierté, ça pose pas de problème quand on est fier de ses projets, quand on a une espèce de fierté comme ça. Mais quand la fierté dépasse un certain stade, ça devient de la merde, en fait. Ça devient de la prétention, en fait. Ça devient de la prétention et c'est ce qui tue l'humanité, en fait. L'estime de soi n'est pas justement l'orgueil, c'est ça. C'est deux choses L'orgueil, différentes. c'est quelque chose, c'est un poison. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en l'état tristement, problématiquement, inaptes à s'estimer sans orgueil. Donc là, je renvoie à ce que j'avais dit dans une vidéo d'ailleurs que beaucoup se sont plu à sortir du contexte et à réutiliser. Je renvoie à cette vidéo que j'avais faite sur le juste conditionnement de l'estime de soi. J'avais bien développé là-dessus, mais ça mériterait d'ailleurs d'être remis à jour et que je développe davantage. Mais voilà, c'est intéressant de voir donc ce Neuty qui, après certaines expériences, arrivé quand même après pas mal d'années de carrière, en venir à ce constat. Et là, bon, je l'applaudis sur ce coup parce que là, il me semble sincèrement dans l'intention d'élever un peu le niveau, d'élever les consciences par rapport à ça. C'était un passage très intéressant de cette interview. Et bon, après, faut pas se satisfaire de cette explication. Faut creuser la réflexion, comme d'hab. Bon, j'espère que ça fera son bout de chemin dans pas mal d'esprits et que le message sera passé.